Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui nous sommes le 25 avril 2019 et nous sommes dans un nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps qui va nous ramener 20 années en arrière, le 25 avril 1999 lors de Backlash, le pay-per-view qui suit WrestleMania 15. Backlash 1999 se déroule à Providence, Rhode Island, qui est la salle qui avait accueilli à l'époque le Royal Rumble 1994. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, et je vais vous remettre les liens dans la description, les deux vidéos que j'avais faites sur les Royal Rumble, à la fois les 10 matchs, en tout cas le top 10 des matchs du Royal Rumble, match simple, et aussi un top 10 des batailles royales. Donc je vous remets les liens, allez voir les vidéos si c'est pas fait. Et Backlash 99 s'est tenu devant une foule de 10 939 personnes. Alors au programme de Backlash 1999, je vais pas trop vous donner d'indices, on va découvrir ça tous ensemble, mais sachez que le show a été clôturé et ponctué par un Rock Austin, la revanche de WrestleMania dans un combat qui était encore meilleur. Et voilà, qui a permis de développer aussi de nombreuses storylines. Donc un match franchement avec un booking surpuissant, on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Le show commence avec un six-man, un match par équipe, avec d'un côté The Brood, composé de Gangrel, Edge et Christian qui à l'époque n'avaient que 24 ans, contre les Acolytes, Farouk et Bradshaw, ainsi que Mideon. Si vous avez déjà vu la review de WrestleMania 15, vous savez que The Brood est intervenu à la fin du match de l'Undertaker, le Hell in a Cell, mais après WrestleMania 15, en fait, le Brood a été viré du Ministry. Le Ministry of Darkness, c'était le groupe de l'Undertaker à cette époque, et c'est pour ça que ça a créé ce combat devant une foule qui est déjà assez chaude. On a d'un côté les nanas qui sont déjà super réceptives par rapport à Edge, et pas du tout par rapport à Christian. Et puis on a aussi un moment, un énorme chant Million Sucks. Donc c'est une bonne entrée en matière, la foule est chaude. On a de nouveaux personnages, on a de nouvelles équipes, on a de nouvelles faces, enfin de nouveaux visages, pardon. On est vraiment dans un début de nouvelle ère à la WWE, et le finish intervient sur une clothesline from hell de Bradshaw après une intervention de Viscera. Viscera, c'est Mabel des Men on a Mission avant, et puis Viscera reviendra aussi plus tard en tant que Big Daddy V pour les fans un petit peu plus récents. Donc voilà, une bonne petite entrée en matière pour laquelle j'attribue la note moyenne de 2 points de suture et demi. Et pour être tout à fait honnête, le match était meilleur que ce que je pensais en lançant le show. Après cela, on a un combat 1 contre 1 pour le championnat hardcore entre Al Snow et Hardcore Holly. Alors le début du match est assez classique, on va un petit peu dans le ring, on va beaucoup autour du ring, on va beaucoup dans la foule, c'était un petit peu le schéma classique à l'époque à la WWE des matchs hardcore. On va aussi dans les vestiaires, on va à l'extérieur de la salle. À ce niveau-là, j'ai trouvé que la construction du combat était plutôt originale, parce que c'est vrai que quand on se balade dans la foule, quand on se balade dans les vestiaires, ça tourne un petit peu en rond, l'action est assez lente, parce qu'il faut quand même pas oublier que les catcheurs prennent de très gros risques, et que là-bas, il n'y a pas de ring, il n'y a pas de tapis, c'est vraiment... c'est toujours très risqué, et j'aime pas trop en général aussi, parce que ça, voilà, il y a, comme je le disais, le rythme est un peu... Le rythme nous empêche un peu de se mettre dans l'action. Mais j'ai trouvé que niveau créativité, ils ont fait un bon boulot. Ils ont trouvé des spots assez originaux, que ce soit dans les vestiaires ou à l'extérieur de la salle, avant d'ensuite y revenir. Et lorsqu'ils arrivent dans la salle, par contre, là on se rend compte de la réalité d'un match hardcore comme ça pour la foule live. C'est que la foule était en train de chanter boring, donc je pense que ça faisait au moins 5-7 minutes qu'ils se faisaient royalement chier dans la salle, vu que les mecs étaient plus là et qu'ils regardaient le truc à travers les écrans. D'ailleurs, quand ils se sont baladés dans les backstage, à un moment, il y a un arbitre que j'ai pas identifié, et Farouk et Sergent Slaughter, qu'on a vu tout au fond des vestiaires en train de discuter, donc je pense que c'était un petit raté, c'était pas censé arriver, mais c'était assez cocasse. Donc une fois qu'ils sont de retour dans le ring, ils vont surtout construire un spot, le spot principal du match, qui est une superplex à travers une table, qui était très impressionnant, qui arrive à peu près 1 ou 2 minutes avant le finish, qui intervient après un coup de Head, donc le personnage imaginaire compagnon de Al Snow, cette tête de mannequin, qui frappe Hardcore Holly à la tête avec ça, et c'est grâce à ça qu'il arrive à remporter la victoire en 16 minutes, et qu'il devient le nouveau champion hardcore de la WWE. Alors personnellement, moi, j'ai jamais été fan donc des matchs qui se baladent
beaucoup trop dans la foule, trop dans les vestiaires et compagnie, mais comme je l'ai dit, pour la créativité, on va être un petit peu indulgent et on va mettre 2 points de suture à ce match pour le championnat hardcore, qui précède le match suivant, qui est un match pour le championnat intercontinental entre le Godfather et Goldust. Goldust accompagné du Blue Mini. Le match a duré, je crois, 5 petites minutes, donc c'est trop court pour vraiment le noter, mais comme ils ont quand même tenté un peu un truc, je leur donnais une note basique, très basique, de 1 point de suture, pour un match qui finalement a été plutôt une démonstration de comédie, qui a eu le mérite, je trouve, de me faire... voilà, ça m'a fait sourire, c'était bon enfant, c'était pas méchant. Par contre, dans ce match, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que donc le Godfather... Donc c'est un personnage de proxénète, et il venait assez souvent avec ses hoes, donc c'est... on peut pas dire le mot. Et on se rend compte dans ce match en fait que la foule ne veut voir que les nanas, et que le Godfather, en fait il est over auprès de la foule, aux dépens de son propre niveau in-ring, c'est-à-dire que voilà, on voulait le voir lui parce qu'il était synonyme des nanas sexy, et ça donne une gimmick qui était presque mornée, parce que quand on a envie de voir quelqu'un mais pas pour lui, c'est que en général il n'y a pas trop de futur malheureusement pour cette gimmick. En parlant de gimmick, donc il y a Goldust qui lui a connu une très grande carrière sous ce personnage. Et à la fin du combat, il essaye de jeter de la poudre dans les yeux du Godfather. Ça se retourne contre lui, malheureusement. On s'ensuit une partie comique, comme j'avais dit, comédie très sympa, et c'est là-dessus qu'il perd le combat. Et le Godfather conserve son titre en 4-5 minutes. Combat très court. Après, on a une interview un peu bizarre avec Al Snow et la tête qui discutent assis juste devant des urinoirs, c'était un peu chelou. Après on a un combat par équipe, Owen Hart et Jeff Jarrett contre les New Age Outlaws, match par équipe dont les vainqueurs obtiendraient un combat pour les championnats par équipe. Là par contre on voit qu'on a affaire à des stars, parce que dès le début on a une grosse ambiance, vraiment là il y a, en termes de réaction pour ces catcheurs, c'est le jour et la nuit comparé à ce qu'on a eu sur les 3 premiers combats. Il y a aussi Debra qui est déjà super fit en fait, parce que franchement j'ai regardé son âge, je crois qu'elle avait 39 ou 40 ans à l'époque et elle était super bien conservée. Donc voilà, tout ça combiné, on a une super ambiance, on a des très bons catcheurs, un match qui est bien construit. C'est un niveau supérieur par rapport à ce qu'on a eu depuis le début du show. Owen Hart et Jeff Jarrett font un super boulot de heel, alors que la foule réclame encore les puppies. Donc les puppies, c'était le synonyme à l'époque pour le pactage de Debra. Et ce combat très cool, il se termine lorsque Billy Gunn fait le hot tag, donc qui rentre pour faire maison nette, comme on disait sur Canal+ il y a 20 ans. Donc voilà, il nettoie tout, il défonce tout, grosse pop une fois de plus pour la foule qui est super contente de le voir retourner dans le ring, et le match se termine lorsqu'il fait le Famouser sur Owen Hart, qui est en train de porter le sharpshooter sur le partenaire de Billy Gunn, le Road Dogg. Pour conclure, un combat qui a duré, est-ce que j'ai mis la durée? Non, même pas, vous voyez, je n'ai même pas regardé le chrono tellement tellement j'ai passé un bon moment, et je vais donner 3 points de suture pour ce match par équipe. Après on a 2 interviews capitales pour le déroulement du show. La première, c'est avec Shane McMahon, qui va assurer qu'il sera un arbitre impartial pour le main event entre Rock et Austin. Et ensuite, on va aller dans un autre vestiaire, celui de Vince, qui est assis à côté de Stephanie, qui va réagir au fait que Shane, par exemple, a dit que Vince n'est pas son père. Donc c'était vraiment la guerre entre les deux. Voilà, Vince va reconnaître le fait que ça chauffe vraiment entre lui et son fils. Donc voilà, il y a 20 ans, c'était déjà comme ça à la WWE. Et après ces 2 interviews, on va enchaîner sur un Boiler Room Brawl. Alors le Boiler Room Brawl, c'est en fait 2 catcheurs qui s'affrontent dans l'espèce de la salle des machines, on va dire, de la salle, là où il y a les tuyauteries, les débarras, tout le bordel, toute la logistique technique d'une infrastructure d'une grande salle. Alors au début du match, le match c'est donc entre Big Show et Mankind, bien sûr. Match revanche de celui de WrestleMania. Et au début du combat, ce que j'ai trouvé anecdotiquement rigolo, c'est que Jim Ross dit « Ouais, Mankind est invaincu dans les Boiler Room ». Et je me suis dit « Ah merde, est-ce que j'en ai oublié un ?» Parce que bien sûr, il y a le Boiler Room de SummerSlam 1996, dans lequel Mankind a affronté l'Undertaker. Il a battu l'Undertaker après le heel turn de Paul Bearer, qui a quitté donc le Taker après plus de 5 ans d'histoire. Donc à l'époque, c'était un truc absolument incroyable. Et donc là, Jim Ross dit que
Mankind n'a jamais perdu dans un Boiler Room. Donc j'ai quand même fait mes petites recherches. Et c'était que le deuxième. Donc voilà, s'il a gagné le premier, c'est normal qu'il soit invaincu. Au niveau de la, comment dirais-je, de la diversité du show, je trouvais ça un petit peu chelou que après seulement une demi-heure, 3/4 d'heure après le match hardcore qui a passé une bonne partie du combat dans les vestiaires, on ait un combat comme celui-ci qui va lui aussi, pour le coup, se dérouler intégralement dans les vestiaires. Mais il faut là aussi reconnaître non seulement la créativité, mais aussi le dévouement des deux catcheurs, parce qu'il y a des spots très violent, il y a Mankind qui s'ouvre complètement la main, Mankind, je sais pas s'il saigne du visage, mais en tout cas le Big Show saigne du visage, il y a un chokeslam à travers 2 tables et du verre. Voilà, c'est un type de match qu'habituellement, comme je l'avais dit, je n'aime pas, mais ils ont mis tellement de cœur à l'ouvrage que ça a permis de compenser la chose, et je vais malgré tout donner 2 points, allez, 2 points de suture ou 2 points de suture et demi, allez, 2 points de suture. Allez, c'est pas bien grave. Je vais quand même vous mettre, si je trouve les images, les spots, les bumps principaux de ce combat, qui se terminent donc lorsque Mankind arrive à sortir du Boiler Room, c'est ça la règle, et immédiatement il est accueilli et attaqué par le Big Boss Man et Test, qui le ramène à l'intérieur du Boiler Room, qui le rosse, jusqu'à ce que Big Show se réveille entre guillemets, qu'il soit de nouveau un petit peu dispo, et que lui se s'allie à Mankind en fait pour casser la gueule au Big Boss Man, et à Test. Et c'est là-dessus que le segment du match se termine, donc ouais, dans un contexte toujours compliqué physiquement de catcher sur du béton avec que des accessoires qui, bon, pour les tables et compagnie bien sûr sont préparés, mais sinon le reste, ouais, franchement c'est chaud, parce qu'il y avait quoi, il y avait un caddie, il y avait des tableaux, enfin c'est que des objets qui font mal, quoi, je veux dire, c'est... Bref, voilà, bon boulot, bonne inspiration, et ils ont réussi à sauver le concept, entre guillemets. Après, on a un match de 19 minutes entre Triple H et X-Pac, qui dont l'amitié s'est arrêtée lors de WrestleMania. Bon catch, mais étonnamment, malgré les bonnes grosses pop du début, sur les entrées, le tout début du match, toute la construction du combat qui était vraiment bonne, franchement. La manière dont ils ont fait l'ascenseur émotionnel, on va dire, la manière dont ils ont construit leur combat. Bon catch, bonne histoire, voilà, tous les ingrédients pour un très bon combat, sauf que, malheureusement, et ça je sais pas à quoi c'était dû ce jour-là, alors qu'on a vu que la foule était bien chaude au début du show, là la foule elle est pas dedans, et malheureusement ça a beaucoup fait de mal au rendu final de ce match, auquel je donne 3 points de suture, parce que comme je l'avais dit, le contenu objectif intrinsèque du combat, il est top. Il faudra attendre un drop kick, putain, ah oui, le drop kick de X-Pac sur l'arbitre, d'une violence inouïe. Il faudra attendre ce drop kick pour que Kane arrive pour faire un chokeslam sur Triple H, un chokeslam sur Chyna. Il l'a fait décoller, mais ça aussi c'était un truc assez ouf. Il place les deux, Triple H et Chyna, en position pour que X-Pac fasse le Bronco Buster. Il le fait sur Triple H, il le fait sur Chyna, et lorsqu'il se retourne, malheureusement, Triple H le cueille à froid et lui porte le pedigree pour le compte de 3. Donc comme je l'ai dit, un très bon combat, mais qui malheureusement a été confronté à une foule vraiment en deçà de ce qu'on pouvait attendre, un peu comme le main event de WrestleMania 25 que j'ai reviewé donc en début de mois dans un autre épisode de la Nuit des Temps. Donc voilà, c'est dommage, on aurait pu avoir un bon petit 3,5, mais là voilà, sans la foule, ça trouve rapidement ses limites. Ce problème de foule, on le retrouve également dans le match suivant, qui va durer 19 minutes entre Ken Shamrock et l'Undertaker. Une fois de plus, un très bon combat dans lequel on a l'Undertaker d'un côté qui est extrêmement démoniaque, qui pour le coup, il a vraiment su réinventer sa gimmick à l'époque. C'était topissime, face à un Ken Shamrock super valeureux, avec plein de courage, vraiment un tough guy à fond, donc un bon match de bourrin, dans lequel on a une fois de plus, ouais, comme je le disais, cette foule qui est un petit peu endormie, c'est étonnant, pourtant Triple H, X-Pac, Ken Shamrock, Undertaker, on est sur des catcheurs dont l'aura est au moins similaire à celle de Jarrett, Owen Hart et les New Age Outlaws, qui pourtant, une demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt dans le show, avaient eu des grosses pop et des grosses réactions. Et là, c'est pas du tout le cas, donc c'est dommage. Ce match, je lui ai mis un 2 points de suture et demi. C'est un peu la même analyse que Triple H, X-Pac, c'est-à-dire qu'on a un bon combat. Il y a des moments même qui sont vraiment très bons, très bien avancés, très bien exécutés, mais il n'y a aucun impact sur la foule.
Mais c'est un mal pour un bien parce que après on va avoir le main event pour le championnat de la WWE dans un match sans disqualification entre The Rock et Stone Cold Steve Austin. Celui-ci, je vous le dis tout de suite, il est meilleur que le match de WrestleMania. Le combat dure 17 minutes. L'arbitre spécial, comme on l'a dit, c'est Shane McMahon. Donc Shane McMahon arrive sur le ring avant le combat. The Rock fait son entrée en premier avec la ceinture, la Smoking Skull Belt. C'était la ceinture de Stone Cold à son effigie. Et ensuite, Stone Cold arrive sur le ring avec sa ceinture normale. Au tout début du combat, Shane donne la ceinture d'Austin qui avait été récupérée par The Rock, et il dit à l'annonceur qu'il faut la ramener dans les vestiaires. On va voir pourquoi ça a son importance. Là, le combat, pour le coup, il fait exploser la foule qui se réveille d'une manière franchement géniale, parce que, à l'inverse des autres combats précédents qui étaient très bons, mais qui ont un petit peu pâti de cette mauvaise foule, et bah là, on a vraiment une foule qui sublime le rendu. Et ce qui est super intéressant, et je me suis fait la réflexion à la fin du combat, c'est qu'en fait, dans ce match, je crois qu'il n'y a quasiment pas eu de catch en 17 minutes. Les mecs se cassent la gueule, The Rock et Austin, donc, dans le ring au début du combat, surtout de la bagarre. Ensuite, ils vont passer à l'extérieur du ring, ils vont aller dans la foule, ils vont faire le tour, vraiment, ils vont aller un petit peu partout. La foule est super chaude tout le temps, les mecs ne font pas de catch. Il y a même un spot qui, à l'époque, et depuis, je crois même pas que ça a été refait. En fait, il y a... À l'époque, The Rock, souvent pendant ses combats, il allait à la table des commentateurs anglais ou espagnols, il mettait les casques et puis il commentait en direct, il disait des conneries sur son adversaire avant de le rosser. Là, en fait, il fait un petit peu pareil chez les Espagnols. D'ailleurs, Jim Ross dit « Ah, je savais pas qu'il était bilingue à ce point-là ». Et ensuite, il va même aller plus loin, il va prendre une caméra. Donc bien sûr, c'était prévu, mais il va prendre une caméra, il va filmer Austin, il va lui mettre quelques coups et ensuite il va se relever. Là, à ce moment-là, petite précision, ils sont sur la table des commentateurs américains. Ensuite, il va se relever avec la caméra comme ça, il va faire le tour, il va filmer la foule qui est en délire, et au moment où il revient sur Austin, il y a Austin qui lui fait le fuck, et qui lui fait un stunner avec la caméra sur les épaules, sur la table des commentateurs, donc un spot vraiment super, qui a encore plus propulsé la foule dans des grosses réactions. Sur la fin du match, on a Shane qui met un coup de ceinture par inadvertance sur The Rock. Austin en profite pour faire le tomber. Shane compte 1, 2, et là il arrête. Il lui fait un fuck aussi. Et lui qui avait dit un petit peu plus tôt dans le show qu'il allait être un arbitre impartial, et ben il quitte le ring et il dit allez, fuck that shit, moi j'en veux plus de ça. Et c'est à ce moment-là que de nouveau encore la foule éclate. Il y a Vince McMahon qui arrive, qui bang Shane avec son épaule. Vince McMahon a pris dans ses mains la ceinture d'Austin. Shane le retourne et dit qu'est-ce que tu fais ici? Bam, je sais plus si c'est un coup de poing, un coup de ceinture sur Shane. Donc la foule une fois de plus qui exulte. L'attention se redirige vers l'intérieur du ring où Austin finalement porte son stunner sur The Rock et remporte le combat. Vince est aux abords du ring, il n'est pas du tout content parce que bien sûr ça n'a rien changé depuis un an, il déteste toujours Austin, donc il va simplement poser sa ceinture au bord du ring. Donc là l'histoire c'est pas que éventuellement Vince se rapproche d'Austin, non, c'est pas du tout ça, c'est vraiment la continuation, non c'est pas un mot là, on va dire la continuité de la feud entre Vince et Shane. Stone Cold célèbre tout le bazar, et à ce moment-là, la caméra retourne dans les vestiaires où on a Stephanie dans une limousine qui attend d'être conduite à la maison. Et apparemment, elle dit au chauffeur non, attendez, mon père n'est pas encore là, donc on va l'attendre avant de pouvoir partir. Sauf que la vitre se baisse, et là, il y a Undertaker qui dit où est-ce que tu veux aller, Stephanie? Et il la kidnappe et il part. Donc vraiment une fin de show que j'ai adoré, parce que non seulement on a eu un combat qui était meilleur, auquel je mets 4 points de suture, meilleur que celui de WrestleMania. On a aussi un développement de storyline super entre Vince et Shane. On a le développement de storyline entre le Ministry of Darkness, le groupe de l'Undertaker, qui va kidnapper la fille de Vince McMahon. Et au-delà de ça, on a aussi Shane qui, par inadvertance, a frappé The Rock avec sa ceinture, et le lendemain, lors de Raw, eh bien c'est là que The Rock va faire son face turn, lorsqu'il va être expulsé en fait de la corporation, donc le groupe de Shane McMahon. Donc une fin de show absolument géniale, un combat super. Comme je dis, il n'y avait pas de catch, il n'y a pas eu de catch, il n'y a eu que du brawling et des finishes, mais ça n'a pas empêché que grâce à la foule aussi, on a un show qui se termine super bien, un show auquel je vais donner une note globale de 3 points de suture.
parce que on avait de bonnes surprises, on avait un petit peu de nouvelles têtes, on a une foule bien chaude, en tout cas à des moments clés, parce que c'est vrai que en général, quand on a un très bon show mais qui finit mal, on a un petit goût amer. Alors que si on a un show qui vivote un peu comme ça, avec des matchs moyens, comme ça a été le cas pour Triple H X-Pac et Undertaker Ken Shamrock, mais qui finit en apothéose, eh bien, on s'en souvient avec grand plaisir. Et là, c'est le cas pour ce Backlash 1999. Et j'ai une seule chose en tête après avoir vu ce show, c'est de vous faire la review du prochain Over the Edge 1999, même s'il a été entaché par le décès d'Owen Hart. J'ai vraiment à cœur de voir comment les storylines vont se développer sur le mois qui nous attend. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à partager et à commenter. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger directement avec vous. Et comme je l'ai dit, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour Over the Edge 99. Mais je vous donne rendez-vous déjà demain, le 26 avril, pour un show qui a eu lieu il y a 10 ans. Comme d'hab, portez-vous bien, gardez la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.